Bonjour. La guerre civile espagnole éclate en juillet 1936, la veille, que dis-je la veille, la nuit précédant la cérémonie d'ouverture des Olympiades populaires organisée à Barcelone pour contrer les Jeux olympiques qui devaient avoir lieu à Berlin en août et qui s'annonçaient comme la grand-messe de célébration du régime nazi. Parmi ces sportifs qui venaient de partout, sportifs antifascistes, et qui étaient donc réunis en Catalogne, eh bien, un certain nombre vont rester pour se battre aux côtés des républicains espagnols, et parmi eux, des femmes. Je pense en particulier à Carmen Crespo, une basketteuse qui vivait à Paris, et qui est donc revenue se battre dans la colonne Ortiz, et dont j'en parle donc dans le front dans l'Azur. Il faut dire que dans la République espagnole, la femme a un rôle important, elle a un statut bien plus avancé que celui qu'elle a en France. Elle a le droit de vote, elle a l'égalité des droits, elle a accès à toutes les fonctions publiques, et dans l'armée, eh bien non seulement elle se bat, mais elle peut être même officier, commandant à des hommes. Donc il était temps, je pense, de mettre en lumière l'engagement de toutes ces femmes dans la guerre d'Espagne. Les femmes combattantes, je viens d'en parler, les femmes politiques, Federica Montseny, la Pasionaria, jouent un rôle de pointe dans cette lutte, mais aussi les femmes journalistes, reporters, dont certaines vont être tuées pendant cette guerre. Je pense à Gerda Taro, la compagne de Robert Capa, les femmes soignantes, et puis les femmes volontaires internationales, parmi lesquelles on va retrouver Elisabeth Eilenbenz, donc venant de Suisse, pour le secours suisse aux enfants, et qui plus tard va créer la maternité suisse d'Elne, dont j'ai déjà parlé et à qui j'ai consacré un livre. Et puisqu'on parle d'Elne, justement, on va revenir dans les Pyrénées-Orientales, où le train qui amène donc la délégation française aux Olympiades populaires arrive avant de passer la frontière. La locomotive s'immobilisa avec un feulement strident, sous la grande verrière à armature métallique dessinée par Gustave Eiffel. Un couple compact, brandissant banderoles et bouquets de fleurs, attendait sur le quai. Le comité d'accueil dut reculer précipitamment. Le train transportant les athlètes et accompagnants était plus long que les officiels perpignanais l'avaient imaginé. Ils se mirent en rang devant le premier wagon, tandis que les responsables de la délégation française apparaissaient sur le marchepied. Tous les voyageurs étaient penchés aux fenêtres. « Misère !» gémit Suzy en se rencognant sur la banquette. « Pas encore l'international, s'il vous plaît !»« Tu n'aimes pas ?» se récria Odette. « Moi, à chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression de pouvoir déplacer des montagnes, que rien ne peut nous arrêter. » La rouquine fit une grimace. « Moi aussi, elle m'inspire. Enfin, 8 fois en une journée, c'est trop. Si je dois la chanter encore, je vous avertis, je hurle. J'aurais dû partir avec Jeannette, Simone et Carmen. Je suis sûre qu'elles ont moins d'arrêt. » Il est vrai qu'à chaque halte, c'était le même cérémonial. Les délégués locaux de la FSGT et de l'UFOLEP venaient saluer leur champion. International entonné à plein poumon, discours faisant l'éloge enflammé de cette jeunesse qui refusait de participer à la célébration du régime nazi, xénophobe et antisémite du chancelier Hitler, qu'allaient inévitablement être les Jeux olympiques de Berlin, dont l'ouverture grandiose était prévue 15 jours plus tard, embarquement à l'occasion de quelques sportifs du cru avant de redémarrer, jusqu'à la prochaine gare où tout recommençait. L'Assemblée nationale, à qui Léon Blum avait laissé le choix, avait suivi Père de Coubertin et le radical Pietri. Elle s'était prononcée pour l'envoi d'une délégation en Allemagne. Les députés de droite avaient voté oui, comme un seul homme. Ceux de gauche, craignant de voir leur patriotisme mis en doute, s'étaient abstenus. Seul le jeune Mendes France avait osé le non. Ce train, en route vers le grand rassemblement de Barcelone, sauvait l'honneur. Le reste des athlètes ralliait la Catalogne par d'autres voies. Les camarades de Suzy, par exemple, partaient de la gare de Lyon. Dans la capitale des Gaules, les locaux les rejoindraient à l'arrêt en gare de Brotteaux avant d'embarquer à Marseille. Et il ne fallait pas oublier ceux, plus proches de la frontière, qui préféraient venir par leurs propres moyens. Sera le genre humain, le chant révolutionnaire terminé, le poing levé, on passait au discours d'encouragement d'usage. Suzy enfila prestement ses sandales. « Je vais en profiter pour me dégourdir un peu les jambes. Quelqu'un m'accompagne ?» Madeleine leva la main. Sortir de cet espace étriqué et encombré, ne serait-ce que quelques instants, ne lui ferait pas de mal. Elle suivit sa camarade dans le couloir.
Ne vous éloignez pas, leur cria Jeanne inquiète. Il ne faudrait pas que le train redémarre sans vous. La rouquine était déjà sur le quai. T'inquiète, la rassura-t-elle, le visage levé vers la fenêtre par laquelle la vendeuse de la Samaritaine était penchée. Mado pourra toujours rattraper la locomotive à la course pour l'obliger à s'arrêter et à m'attendre. Le quai est un peu court pour ça, hein, s'amusa Madeleine en la rejoignant d'un bond. Tu oublies que j'affectionne les longues distances. Elle n'eut pas le loisir de finir sa phrase. Derrière elle, deux mains vigoureuses venaient de la prendre par la taille, la soulever et la faisaient tournoyer, tandis qu'une voix mâle et joyeuse l'apostrophait. « Kumbas mignoun !» Madeleine poussa un petit cri de joie. « Nafonce, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le fils de tante Anna avait le même âge qu'elle, et petite, elle déformait son prénom, Alphonse. L'habitude lui était restée. Comme à lui, sa façon de souffler sur la mèche brune, qui s'obstinait à tomber sur le coin interne de son œil gauche et le gênait. Tu n'imaginais pas que j'allais laisser ma cousine préférée passer à Perpignan sans la saluer. Madeleine rit tout à la joie de le revoir. Tu parles d'un compliment, le taquina-t-elle. Tu n'en as pas d'autre. Tu es venu de Vinça en train, à vélo, avec l'ami Baptiste, ici présent. Il avait passé un bras fraternel autour des épaules d'un jeune homme qui se tenait timidement un pas en arrière, rougissant sous sa casquette, et le poussa devant lui. L'ami Baptiste salua gauchement. 40 kilomètres pour l'aller et autant pour le retour, avec l'ascension du col de Ternel en prime, mazette, je suis impressionnée, commenta Madeleine avec une moue admirative. Cette fois, ce fut à Nafonce de devenir écarlate. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas la seule championne de la famille. Il assortit sa fanfaronnade bravache d'un clin d'œil complice qui fit monter les larmes aux yeux de sa cousine. Son presque jumeau, comme disait leur grand-père, avait le don de la toucher en plein cœur avec sa façon pudique d'utiliser la plaisanterie pour glisser, l'air de rien, le plus joli des compliments. « Les garçons, vous êtes magnifiques, et nous nous attarderions volontiers en votre compagnie, » intervint Suzy en posant une main caressante sur l'avant-bras de Baptiste, qui rougit encore un peu plus, frôlant le cramoisi. « Mais si nous ne remontons pas dans le wagon, le train va repartir sans nous à Barcelone. » Autour d'eux, on s'agitait. Les discours étaient enfin terminés. On se saluait en se promettant de se revoir bientôt. La délégation roussillonnaise, forte d'une quarantaine de membres, ne s'en allait que le lendemain, mais l'équipe de rugby, les pongistes et les cyclistes, engagés, avaient tenu à saluer ceux qui les précédaient outre Pyrénées. Dernière poignée de main, le quai se vidait, la locomotive lâchait des soupirs impatients, et le chef de gare, son sifflet à la main, s'apprêtait à donner le signal du départ. Elles eurent juste le temps de sauter sur le marchepied. Déjà, le convoi s'ébranlait, laissant derrière lui les deux jeunes gens qui agitaient la main en signe d'au revoir. Ah, j'ai un faible pour les paysans mal dégrossis, soupira la rouquine en se laissant tomber sur la banquette de leur compartiment. Ils n'ont pas la rouerie canaille des prolos de la ville. Ils font tout avec sincérité et gravité. Ils sont touchants. Campés en bout de quai, Madeleine admirait la poupe élancée du paquebot en béton armé amarré au bord de la voie. Au sortir du tunnel des Canadailles qui trouait le granit des Pyrénées pour permettre à la voie ferrée de pénétrer dans la baie de Cerbère, le train avait longé le bâtiment flambant neuf qui pointait fièrement vers l'est et la Méditerranée. Elle en avait entendu parler par son père, qui lui avait même montré la photo publiée dans un magazine faisant l'éloge du palace le plus moderne de toute l'Europe. La famille de Léon l'avait bâti près de la gare internationale où les convois faisaient escale avant de passer la frontière. Il fallait le temps d'effectuer les transbordements du train espagnol qui arrivait sur des rails à 1,60 m d'écartement aux Français qui roulaient sur le modèle standard à 1,44 m. Et cela prenait parfois plusieurs heures. Quand les opérations étaient interrompues par la nuit, que les formalités de douane ou de visa traînaient en longueur, les voyageurs les plus huppés préféraient le confort luxueux d'une des 25 chambres aménagées dans cet audacieux vaisseau qui proposait en outre un restaurant, une salle de cinéma et de spectacle, un casino et même un court de tennis sur son toit plat. Le soleil au zénith blanchissait le ciel et faisait mal aux yeux. Madeleine mit sa main en visière sous sa frange pour essayer de distinguer si des silhouettes s'agitaient sur le pont au-dessus du mot « hôtel » peint en grandes lettres élégantes. « C'est beau, hein » apprécia une voix mâle derrière elle. « Et inattendu dans ce coin perdu entre mer et montagne. Comment il s'appelle ?»« Le belvédère du rayon vert, » répondit-elle machinalement
en continuant à scruter la bâtisse qui, visiblement, n'intriguait pas qu'elle. C'est bizarre comme nom. Elle s'était dit exactement la même chose quand son père lui en avait parlé. C'est un flash lumineux couleur émeraude, très fugace, qu'on peut observer parfois au lever ou au coucher du soleil quand le temps est clair, expliqua-t-elle en se retournant vers le curieux. Ici, c'est au lever sur la mer, bien sûr. Il était nettement plus grand qu'elle. Bon, ce qui n'était pas difficile puisqu'elle ne mesurait qu'1,60 m. Et la tête levée, elle dut plisser les paupières pour discerner son visage à contre-jour sur le ciel incandescent. Des cheveux châtains en bataille, un nez un peu trop long, des joues un peu trop creuses, fendues par un large sourire. C'était pas un Apollon, mais l'ensemble était agréable et attirait la sympathie. Marcel, se présenta-t-il en lui tendant une paume calleuse d'ouvrier. Pongiste, enfin joueur de tennis de table. Elle fit signe qu'elle avait compris. À qui croyait-il donc parler? Madeleine, répondit-elle en lui serrant la main, coureuse de 100 mètres. Du moins, c'est sur cette distance que je me suis engagée. Il hocha la tête, une lueur taquine dans ses yeux noisettes. Donc me voilà prévenu. Inutile que je te poursuive de mes assiduités, je serai sûre de ne pas te rattraper. Sa boutade tomba à plat. La jeune fille au chemisier froissé n'était pas d'humeur bâtie. Pas grave, Marcel n'était pas du genre à se prendre la tête. Un bel été commencé, rien ne pouvait entamer son moral. Il changea de sujet. « Comment tu connais tout ça ?» demanda-t-il en embrassant d'un grand geste du bras la montagne brûlée de soleil derrière eux, les bâtiments de la gare, les voies et l'hôtel de luxe. Dans mon atelier d'emboutissage chez Citron, quai de Javel, on n'en a même jamais entendu parler. Tu voyages beaucoup? La brunette aux cheveux courts à la Louise Brooks laissa échapper un petit rire. Ce n'était pas le moment où il l'entendait, mais qu'importe. Il avait réussi à la dérider. Je ne le connais que par ouï-dire, corrigea-t-elle. Mon père est originaire du pays catalan et au travers des lettres qu'il échange avec sa famille, il se tient au courant de tout ce qui s'y passe. Et j'adore l'écouter. Et qu'est-ce qu'il raconte sur cet endroit improbable, cette immense plateforme ferroviaire construite au milieu de nulle part? Combien elle fait? Une trentaine d'hectares? Le réseau de rails tentaculaires, les hangars, les ateliers de réparation, les postes de manœuvre, les plaques circulaires qui permettaient de retourner les wagons intéressaient plus l'ouvrier qu'il était que le magnifique hôtel Art déco au nom en rallonge. Pour lui faire plaisir, Madeleine rassembla ses souvenirs. Après tout, ils en avaient encore pour un bout de temps à poireauter en attendant que toutes les formalités de passage de la frontière soient réglées. Les épouses rassemblaient leurs affaires. Elles devaient finir le voyage dans un train à part et seraient séparées de leur mari quand on basculerait sur le réseau ferré espagnol. Les autres, assis en cercle par petits groupes sur le quai, sous la verrière, finissaient les sandwichs qu'on leur avait distribués. Ceux qui avaient déjà terminé leur frugale collation cherchaient plus loin un peu d'air ou un coin tranquille pour allumer une cigarette en échangeant leurs impressions. À grand renfort de gestes, Odette racontait pour la 100e fois son émerveillement en découvrant les trésors que la côte vermeille, longée par la voie ferrée, leur avait offert à profusion. Chaque crique aux eaux transparentes, chaque baie miroitante enchâssée entre deux capes échevelées de pin, chaque barque de pêche aux couleurs vives et à la voile latine triangulaire lui avait arraché des petits cris de surprise et d'admiration. C'était touchant, mais Madeleine avait eu son comptant d'eau dans la Méditerranée. « Je sais plein de choses et peu à la fois, se lança-t-elle. Par exemple que Cerbère n'était qu'un hameau dépendant de Bagnoul-sur-Mer, dernière commune avant la frontière. Que c'est subitement devenu un vrai village il y a un peu moins de 60 ans, quand les Espagnols se sont dotés d'un réseau ferré et que le raccordement a nécessité la construction d'un viaduc pharaonique qui soutient cette vaste plateforme de transbordement. La voie espagnole arrive jusqu'ici, la française continue jusqu'à Port-Bou, la gare jumelle, de l'autre côté. Du doigt, elle désignait la barrière des Pyrénées qui cisaillait le ciel de sa crête acérée avant de plonger à pic dans la Méditerranée en un ultime sursaut. Marcel, enfant de la zone et des grands boulevards, n'avait jamais escaladé plus haut que la butte Montmartre. Il eut un instant d'hésitation, les yeux fixés sur la route en zigzag qui montait à l'assaut de la montagne. Le train va grimper là-haut. À nouveau ce petit rire, sans moquerie ni affectation, un rire de gentil camarade. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Saisissant son menton râpeux, qui aurait eu bien besoin d'un coup de rasoir, entre deux doigts, elle l'obligea à baisser la tête et du même coup, le regard vers deux trous noirs qui perçaient le rocher tout au bout du quai. Mais non, on va passer en dessous par le tunnel international des Balitres. Robert Mention, un des dirigeants de la SFGT, venait vers eux en agitant les bras.
Allez hop, on rembarque. Tout le monde en voiture. Les groupes se disloquaient, on rassemblait les paniers vides, les fumeurs écrasaient leurs mégots d'un coup de talon. Madeleine lâcha son compagnon. « Eh ben, tu vas le découvrir tout de suite, ce tunnel. Rendez-vous en Espagne. » Avant qu'il ait pu répondre, elle se mit à courir pour rejoindre Suzy, Odette, Jeanne et les autres filles qui lui faisaient signe, massées devant le wagon. Ses pieds, chaussés de sandales de toile, claquaient sur le quai. Le vent de la course faisait voler sa jupe, dévoilant des mollets bien ronds. Il avait vu juste, il aurait du mal à la rattraper. Les mains dans les poches de son pantalon de golf, il lui emboîta le pas sans se presser. Madeleine et ses camarades vont donc se retrouver au cœur de ces Olympiades populaires qui ont failli avoir lieu et surtout de ce déclenchement de la guerre civile. Chacun va réagir à sa façon. Madeleine va rester. Et c'est ainsi que je vous raconte Le Front dans l'azur. À bientôt.